Dans les sections commentaires de nos vidéos sur les mystérieux forts en étoiles, c'est souvent un champ de bataille. Mais récemment, le débat s'est déplacé des murs vers les armes. L'artillerie de cette époque ressemble à une collection de contradictions techniques. Les spectateurs attentifs posent des questions qui, à première vue, semblent mettre l'histoire officielle dans une impasse. Le plus grand paradoxe concerne le matériau. Pourquoi les canons étaient-ils produits en masse en bronze? Tout le monde sait que le bronze est un alliage de cuivre, un métal relativement mou et malléable. Comment ces canons n'explosaient-ils pas en 1000 morceaux lors de la détonation de la poudre? Pourquoi les ingénieurs ignoraient-ils le fer, plus dur? Cela ressemble à un non-sens technologique. Tout aussi étrange est l'absence de viseur sur de nombreux canons anciens. Comment les artilleurs touchaient-ils des cibles éloignées sans mire, sans guidon ni lunettes? Était-ce juste un tir à l'aveugle? Et pourquoi utiliser des boulets ronds primitifs au lieu d'obus pointus aérodynamiques? Certaines pièces de musée ont même des bouches rectangulaires ou aplaties. Tiraient-ils des briques sérieusement? Il faut admettre que ces incohérences sont déconcertantes. Bien qu'il existe des explications historiques standards, beaucoup de gens ont perdu confiance en l'histoire académique. Cela a nourri des théories audacieuses. Peut-être n'étaient-ce pas du tout des armes. Certains pensent qu'ils généraient des faisceaux lumineux ou des ondes sonores capables de briser les murs. J'ai voulu aller au fond des choses, non pas en devinant, mais en consultant les documents originaux et les notes d'ingénierie de l'époque. Mais avant de plonger dans cette enquête et de briser quelques mythes, assurez-vous de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Cela aide la vérité à atteindre plus de gens. Avant d'analyser les canons, nous devons clore le débat sur les forts qu'ils défendaient. Les sceptiques demandent souvent « Où sont les plans et les budgets de ces immenses forts en étoiles ?» Ils affirment que des gens ordinaires n'auraient pas pu les construire. La vérité est que ces informations existent dans de vieux traités, y compris les calculs. Le problème n'est pas un manque de données, mais l'attente naïve de trouver une facture de briques vieille de 300 ans dans un dossier quelque part. Même aujourd'hui, les archives de construction ne sont pas conservées éternellement. Espérer que la paperasse de 4 siècles survive est irréaliste. Ensuite, il y a la géographie. Les cartes mises à jour montrent des forts en étoiles partout dans les Amériques, ce qui contredirait prétendument l'histoire officielle. Mais si vous regardez de plus près, la plupart des forts nord-américains se trouvent sur la côte est, ce qui correspond parfaitement au calendrier de l'expansion coloniale. Les dates, comme celle de la forteresse de Québec en 1673, cadrent parfaitement avec l'ère du célèbre ingénieur Vauban. Nous devons également aborder le mythe de la symétrie parfaite. Les images satellites sont souvent utilisées pour prétendre que ces formes nécessitaient une technologie impossible. Mais en réalité, la géométrie parfaite n'était pas le but. Regardez Fort McHenry. Vu de l'espace, il n'est clairement pas parfaitement symétrique. Pour une forteresse conçue pour résister à un siège et fournir des tirs croisés, la perfection mathématique n'était pas nécessaire. C'est la fonctionnalité qui comptait. Les passionnés marquent souvent n'importe quel mur fermé sur une carte comme un fort en étoile, mettant dans le même sac de simples avant-postes australiens ou des châteaux angolais avec des chefs-d'œuvre européens. En réalité, nous voyons l'ingénierie s'adapter au paysage. Des manuels comme l'Expérience générale de la fortification apprenaient aux ingénieurs à calculer les angles et les distances. C'était de la science, pas de la magie perdue. Maintenant que nous savons que les forts étaient réels, construits par des humains selon des plans, il est temps de se pencher sur leur argument principal, l'artillerie. La plus grande énigme pour les sceptiques modernes est la capacité de production. Comment les maîtres du XVIIe siècle créaient-ils des objets aussi lourds et symétriques, sans électricité, sans machine à commande numérique ni laser? En regardant les canons parfaitement lisses, il est facile de croire aux technologies antiques perdues. Mais la réalité est plus terre-à-terre et honnêtement plus impressionnante. Les réponses se trouvent dans de rares manuels techniques, comme les mémoires d'artillerie. Le processus ne commençait pas avec du métal, mais avec du bois et de la paille. Le cœur d'un futur canon était un fuseau, un long tronc d'épicéa droit. Cette base en bois était graissée et enveloppée hermétiquement d'une corde de paille.
La paille servait d'amortisseur et ajoutait du volume. Par-dessus, ils appliquaient des couches d'argile mélangées à de la poussière de brique, de la laine et même du crottin de cheval pour le liant. Cela formait le modèle du canon. Mais comment obtenaient-ils la forme exacte? Ils utilisaient un ancêtre analogique du tour. Une planche de profil, un gabarit en bois avec le contour exact du canon découpé dedans, était fixé à côté du fuseau rotatif. À mesure que le fuseau tournait, la planche raclait l'excès d'argile, façonnant parfaitement le modèle. Une fois sec, il était enduit de graisse ou de cire, puis recouvert d'une dernière couche d'argile, le manteau ou le moule. Lorsqu'on chauffait le tout, la paille et le bois brûlaient et la graisse fondait, permettant au moule de se séparer du modèle. Pour rendre le canon creux, ils inséraient un noyau de fer enveloppé de fils de fer et d'argile, parfaitement centré avec des supports métalliques. Le métal en fusion était versé entre le moule extérieur et le noyau intérieur. Ce qui semble impossible aujourd'hui était en fait un algorithme sophistiqué en plusieurs étapes où chaque matériau, de la paille à la graisse, jouait un rôle physique spécifique. Ce n'était pas de la magie, c'était le sommet de l'artisanat. Les sceptiques affirment souvent que les vieux livres ne sont que des fantasmes et que ces processus sont impossibles à reproduire dans la réalité. Mais la meilleure preuve est la pratique. Un groupe de chercheurs en Suède, soutenu par le musée Vasa, a décidé de le vérifier. Ils n'ont pas simplement construit un modèle informatique, ils ont physiquement recréé un canon naval du XVIIe siècle. En utilisant les méthodes exactes et impossibles décrites dans les textes anciens, des forgerons et des fondeurs ont coulé une réplique grandeur nature, un monstre de plus de 7 mètres de long. Cela a permis de tester non seulement la méthode de couler, mais aussi le métal lui-même, que beaucoup prétendent trop mou pour l'artillerie. Ils ont même construit une réplique d'un pont de batterie de navire pour tester l'environnement. Le but était de mesurer les ondes de choc, le bruit et la fumée, des choses qu'on ne peut pas calculer sur papier. Le moment de vérité est arrivé avec le tir réel. Ils ont chargé le canon avec de la vraie poudre noire et ont fait feu. Le résultat, le canon n'a pas explosé. Le tube a résisté à la pression massive. L'alliage de bronze, théoriquement trop mou, s'est avéré incroyablement tenace et durable. L'expérience a prouvé que les plans ne mentaient pas. Ces engins primitifs étaient des armes fonctionnelles et terrifiantes. Mais si la production est expliquée, un autre mystère demeure. Comment visaient-ils? Sans viseur sur le canon, toucher une cible semble impossible aux yeux modernes. Этот шведский опыт наглядно доказал, чертежи не врут. Технология литья с использованием глины, соломы и воска позволяет создавать надежные артиллерийские системы, способные вести огонь. Миф о том, что официальная история скрывает невозможность производства таких орудий, рассыпался под грохот реального выстрела. Но если с производством и прочностью вопрос можно считать закрытым, то остается другая загадка, волнующая умы. Как из этого оружия можно было куда-то попасть? Ведь на большинстве музейных экспонатов мы не видим ни мушек, ни оптических прицелов, что кажется нонсенсом для любого, кто хоть раз держал в руках винтовку. L'absence de viseur est un argument favori de ceux qui pensent qu'il s'agissait d'armes sonores. Comment peut-on se battre si on ne peut pas viser? Mais la réponse réside dans la balistique. Les canons ne tiraient pas en ligne droite comme un laser. Ils tiraient selon un arc parabolique. Le projectile était un objet physique lourd, affecté par la gravité. Pour toucher une cible éloignée, le canon devait être incliné vers le haut. Regarder le long du canon était inutile, car la bouche bloquait la vue de la cible. Au lieu de cela, les artilleurs utilisaient les mathématiques et la mécanique, des quarts de cercle et des coins. En enfonçant un coin en bois sous la culasse ou en tournant une vis, ils ajustaient l'angle du canon. Les mortiers, conçus pour tirer par-dessus les murs, n'avaient aucun viseur, car ils ne tiraient qu'en arc élevé. Un autre mythe concerne les munitions. Les films ne montrent que des boulets de fer rond, mais les manuels du XIXe siècle révèlent une variété terrifiante. Il y avait les boulets enchaînés, 2 boulets reliés par une chaîne qui tournoyait dans l'air, déchiquetant les voiles et les mâts. Il y avait les carcasses, des obus incendiaires qui agissaient comme le napalm de l'époque.
Il y avait même des fusées éclairantes. Mais l'arme antipersonnelle la plus courante était la mitraille, ou boîte à balles, transformant essentiellement le canon en un fusil de chasse géant. Une boîte remplie de balles de plomb éclatées, projetant une grêle de métal. C'était dévastateur contre l'infanterie. Cependant, un canon rond crée une dispersion en forme de cône. Comme les soldats ennemis se tenaient en large ligne horizontale, un motif conique gaspillait des balles dans le ciel et dans la terre. Les ingénieurs ont essayé de résoudre ce problème d'efficacité, ce qui a conduit à la création de véritables monstres mécaniques. La guerre exige de l'efficacité. Pour résoudre le problème du cône de feu, les ingénieurs ont créé certaines des armes les plus étranges de l'histoire. Des canons à bouche ovale ou aplatie. Les amateurs de mystère voient cela et imaginent qu'ils tiraient des disques d'énergie ou des briques. Mais la vérité est pragmatique. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Empire russe a développé l'obusier secret. Les ingénieurs ont réalisé que pour toucher une large ligne de soldats, il fallait une large dispersion de balles. Ils ont aplati le canon pour en faire une fente horizontale. Cela forçait la mitraille à s'étaler comme un éventail, augmentant considérablement la létalité. Ce projet était top secret. Les canons étaient couverts pendant le transport, et la divulgation de la conception était passible de mort. Cependant, la physique est intervenue. Le canon aplati ne pouvait pas tirer de boulets ronds standards, rendant l'arme inutile pour toute autre chose que le combat rapproché. En 1758, les Prussiens ont capturé certains de ces canons. Frédéric le Grand s'est moqué d'eux en les appelant le secret russe, bien qu'il ait plus tard essayé de copier l'idée lui-même. Ensuite, il y a les canons courbés que l'on voit sur de vieilles photos. Ils ne sont pas endommagés, ils ont été conçus ainsi. À la fin du XIXe siècle, des inventeurs ont essayé de créer des canons lançant des disques. La courbure était calculée pour faire tourner le disque à sa sortie, comme un frisbee. Bien qu'ils aient eu une portée impressionnante, la précision était terrible. Ce n'étaient pas des artefacts extraterrestres, mais des expériences sans issue dans la recherche de l'arme parfaite. Mais si les formes sont expliquées, pourquoi sont-ils restés au bronze au lieu du fer, plus dur ? La question du matériau est un piège classique. Le fer est plus dur que le cuivre, donc les canons en bronze n'ont aucun sens. Cette logique échoue parce qu'elle confond dureté et ténacité. En artillerie, on n'a pas besoin d'un métal qui résiste aux rayures, on en a besoin d'un qui gère le choc explosif. La fonte est dure mais cassante. Sous une pression soudaine, un canon en fonte avec un défaut mineur se brise comme du verre, tuant l'équipage. Le bronze, cependant, est visqueux. Les anciennes notes d'ingénierie indiquent explicitement que le bronze est tenace comme le métal forgé. Il peut se dilater légèrement sous la pression et reprendre sa forme. Dans le pire des cas, le bronze gonflerait ou se fendrait, mais n'exploserait pas en éclats. C'était une caractéristique de sécurité. Il y avait aussi une raison logistique. Pour rendre un canon en fonte sûre, les parois devaient être incroyablement épaisses et lourdes. Le bronze est plus résistant à la tension, permettant des parois plus fines et des canons plus légers. Les calculs montraient que 625 livres de bronze pouvaient faire le travail de 1000 livres de fer. Lorsqu'on traîne des canons dans la boue avec des chevaux, cette différence de poids gagne des guerres. Le bronze n'était pas un signe de retard technologique, c'était un choix d'ingénierie calculé. Parmi les curiosités qui ont survécu, il y en a une qui semble vraiment extraterrestre, le soi-disant canon à pie. Avec d'étranges poches bulbeuses le long du canon, il ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Ce ne sont pas des condensateurs d'énergie, mais la preuve d'une tentative désespérée de tricher avec la physique. À la fin du XIXe siècle, des ingénieurs comme Louis Perrault et les Américains Haskell et Lyman voulaient résoudre un problème. La poudre brûle instantanément dans la culasse, ce qui signifie que l'obus cesse d'accélérer à mi-chemin du canon. Ils ont décidé de transformer le canon en une fusée à plusieurs étages. Les pies étaient des chambres à poudre supplémentaires. La théorie était qu'à mesure que l'obus passait devant chaque poche, les gaz chauds allumeraient la poudre supplémentaire, donnant à l'obus une nouvelle poussée de vitesse. Sur le papier, c'était brillant.
En réalité, ce fut un désastre. Ils ont sous-estimé la dynamique des gaz. Le gaz chaud se déplaçait plus vite que l'obus, s'engouffrant dans le minuscule espace entre le projectile et la paroi du canon. Les charges supplémentaires s'allumaient trop tôt, devant l'obus, agissant comme un frein plutôt que comme un propulseur. Au lieu d'une super arme, ils ont construit un canon qui tirait moins vite que les canons standards. Ce fut un échec monumental, oublié jusqu'à ce que les nazis essaient à nouveau avec le V3. C'est un monument à l'erreur humaine, pas une technologie alien. Эффект оказался катастрофическим. Дополнительные заряды не разгоняли снаряд, а наоборот, тормозили его. Испытания показали удручающую начальную скорость в 335 метров в секунду, что было значительно хуже показателей обычных классических пушек того времени. Проект, на который возлагались огромные надежды и тратились колоссальные средства, обернулся полным провалом. Инженеры были вынуждены признать поражение перед неумолимой газодинамикой. Технология многокамерных орудий была забыта почти на полвека, вплоть до экспериментов нацистской Германии с пушкой В-3, но это уже совсем другая история. Таким образом, пушка с выменем — это не артефакт древних богов, а памятник человеческой ошибке и тупиковая ветвь эволюции, доказывающая, что путь к совершенству услан не только победами, но и грандиозными неудачами. Однако в истории остался еще один гигант, который, в отличие от пушек Хаскела, стал символом не провала, а мощи, хотя его боевая биография вызывает не меньше вопросов. La pièce finale de notre enquête se trouve au Kremlin de Moscou, le Tsar Pouchka, un géant qui détient le record du calibre, pourtant célèbre pour n'avoir jamais tiré. Les énormes boulets empilés à côté sont des faux, de la fonte décorative du 19e siècle qui ferait exploser le canon. Cela alimente le mythe selon lequel le canon lui-même est un faux. Mais les documents de 1586 racontent une histoire différente. Le maître fondeur, Andrei Tchokov, ne l'a pas appelé un canon. Il l'a appelé le Drobovik russe, fusil de chasse. Cela explique tout. Il n'a pas été construit pour tirer des boulets solides sur des murs. Il a été conçu pour tirer de la mitraille de pierre, d'énormes sacs de roches. Imaginez un fusil de chasse de 40 tonnes braqué sur un passage de rivière. Un seul tir pourrait anéantir toute une armée attaquante. L'analyse chimique du canon a trouvé des traces de poudre, prouvant qu'il a été tiré au moins une fois lors de tests. Cependant, son véritable but était psychologique. C'était une arme de dissuasion massive. Les ambassadeurs étrangers, voyant ce monstre de bronze, rapportaient à leur souverain que la Russie possédait la technologie pour fondre et déplacer de tels géants. C'était un moyen de dissuasion, comme une arme nucléaire aujourd'hui. Le tsar Pouchka a rempli sa mission sans jamais tirer un seul coup de colère. Ce n'était pas du bluff, c'était un géant endormi. Nous avons parcouru un long chemin, des moules en paille aux géants de bronze. Cette enquête montre que derrière chaque artefact impossible ne se cache pas la magie, mais le génie humain et le travail acharné. Les anciens ingénieurs n'avaient pas de laser, mais ils comprenaient les matériaux et la physique bien mieux qu'on ne le croit. L'histoire de l'artillerie n'est pas un conte de technologie atlante perdue. C'est une histoire d'essais et d'erreurs. Nous avons vu comment ils résolvaient les problèmes. Aplatir les canons pour disperser le feu, utiliser le bronze pour empêcher les explosions et utiliser les mathématiques pour viser sans mire. Même les échecs, comme le canon multichambre, montrent un processus d'ingénierie brillant, bien qu'imparfait. Il est tentant de croire aux armes sonores ou aux lasers antiques parce que cela rend le monde magique. Mais la réalité, que nos ancêtres pouvaient fondre des fusils de chasse de 40 tonnes et calculer des trajectoires avec un crayon, est bien plus impressionnante. La physique et la chimie du passé ne sont pas ennuyeuses, elles sont fascinantes. Ne cherchez pas de laser là où il y a une ingénierie belle et brutale. La réalité n'a pas besoin d'être embellie. Si cette plongée en profondeur vous a aidé à regarder l'histoire avec un œil nouveau, merci de mettre un like. Dites-moi dans les commentaires quel artefact impossible nous devrions enquêter ensuite. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vérité.